Ok, bonjour. Bah, écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous connecter sur cette présentation qui est faite par notre partenaire Ariscan. Jacques Roux et Jean-François Hochet qui vont nous parler d'un sujet éminemment important sur lequel faudra pas oublier de se pencher à l'issue de la crise, c'est comment effectivement mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels, le fameux DUERP, puisque cette crise nous montre qu'il y a de nouveaux risques éventuellement à prendre en compte. Et donc ce travail de compilation et de mise à jour de ce document, il devra être fait. Les, comment dire, les services régaliens de notre État ne manquant pas, je pense, de venir nous contrôler et de vérifier que on a fait les choses bien. Voilà, bah écoutez, Jacques et Jean-François, je vous laisse la main. Et puis, Ok, je capterai les questions que les gens ne vont pas manquer de poser dans le chat, par le biais du chat. Et puis, je ferai Monsieur Loyal pour vous les poser et que vous puissiez répondre avec à la fin. très bien. Merci Philippe pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Donc ça, c'est le premier web expert que nous allons animer pour l'AREA. Alors moi, je me présente. Je suis Jacques Roux. Je suis le. Vous avez toujours mon écran? Oui, c'est bon, Jacques. Ah non, ok. Donc Jacques Roux, je suis le responsable de l'agence du cabinet Ariscan sur le centre Val-de-Loire et va animer avec moi cette présentation Monsieur Jean-François Hochet, qui est notre gérant sur Lyon, puisque le cabinet est basé à Lyon, et qui est ingénieur dans l'agroalimentaire. Voilà le sujet du jour. Donc, c'est la mise à jour du DURP, mais on abordera de façon plus vaste la prévention des risques liés au retour et également les risques psychosociaux, puisqu'il faut les envisager aussi dans la mesure où ils doivent rentrer dans le document unique comme mesure prise en compte pour le retour. Voilà. Donc, nous allons voir, nous avons rappelé le contexte réglementaire, bien identifier des aspects qui sont liés à la pandémie et donc qui sont intégrés au DERP. Ensuite, élaborer un plan d'action sur tous les consignes sanitaires pour la reprise, les risques psychosociaux qui vont changer, qui vont être importants, la prise de connaissance du dispositif PRP d'Ocapiat. Donc, Ocapiat, depuis le 1er janvier, c'est votre OPCO. Et donc, qui finance un dispositif PRP qui peut vous intéresser dans le cadre de la mise à jour du DU. Et puis, pour alimenter les questions-réponses, on vous propose un scénario possible dans une entreprise imaginaire et qui est une histoire pas drôle. Voilà, écoutez, je passe la parole à Jean-François Hochet pour la première partie de la présentation. Merci, Jacques. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter déjà le contexte réglementaire. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur cette partie parce que je présume que tout le monde est déjà bien ancré dans ce domaine-là. C'est essentiellement à titre de rappel que le décret de 2001 stipule les aspects d'obligation, bien évidemment, de l'élaboration du document unique au travers de l'évaluation des risques professionnels, sa mise à jour et le porter à connaissance de l'ensemble des salariés, de savoir comment, sous quelle modalité, on peut prendre connaissance de l'évaluation des risques professionnels et plus particulièrement des mesures préventives qui sont en vigueur dans l'entreprise. La clé de voûte de ce décret de 2001 mentionne très précisément qu'une mise à jour doit être à minima annuelle et surtout consécutive à un aménagement important qui peut modifier les conditions d'hygiène et de sécurité, ce qui est le cas dans la crise la pandémie que nous traversons. Donc ça, je dirais, on a bien la porte d'entrée par le décret de 2001.
Et la deuxième partie qui n'est pas négligeable, il y a la partie d'obligation de l'employeur, à savoir que les actions de prévention, l'information et la formation des salariés donc sont partie importante et primordiale pour la mise en œuvre de l'organisation. Et ça engage, sans noircir le tableau, mais c'est une réalité, la responsabilité pénale de l'employeur. Alors, au travers de cette mise en œuvre de la réglementation, il y a bien évidemment un fil conducteur qui est l'aspect réglementaire, qui, nonobstant l'axe qui est un peu très contraignant de la réglementation, est assez porteur puisque la démarche d'analyse de risque se retrouve dans l'ensemble des principes d'amélioration que l'on peut retrouver dans l'entreprise. Pour la partie sanitaire, pour la partie de la santé et de la sécurité, donc là, voilà le cadre réglementaire d'application de cette partie-là. On peut passer peut-être à la diapo suivante. Bon, je rappelle donc les notions d'identification des situations. Bon, au travers des différents stades de la pandémie, je vais vous présenter un peu plus en détail. L'évaluation des risques, à savoir que les risques sont aujourd'hui un leitmotiv depuis cette semaine, au travers de l'ensemble des dispositions qui ont été prises par le gouvernement et l'entrée en confinement de la population, la possibilité de continuité d'activité de certaines entreprises dont vous faites partie au travers pour assurer l'alimentation de la population, donc les parties agroalimentaires. Et vous avez eu vraisemblablement, je pense, je mets ça au conditionnel, mais d'un maintien d'activité. Peut-être que les entreprises ont arrêté puis repris, mais dans le maintien d'activité, on rentre complètement dans la stratégie des entreprises qui vont redémarrer dans le courant de la semaine prochaine ou qui ont déjà redémarré. Donc là, on va regarder les aspects de consigne dans l'entreprise, quelles sont les règles principales. Bon, bien évidemment, on va parler des postes de travail, des gestes barrières, des procédures, consignes, et pour le personnel qui est in situ, donc sur le site, et aussi les possibilités qui sont offertes au travers du télétravail. Donc, il y a un maintien d'activité en télétravail, mais qui aussi doit être intégré dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, de façon à s'assurer qu'une personne qui est en activité, même en télétravail, est en activité pour l'entreprise. Alors, bien évidemment, les risques domestiques sont à écarter, mais il faut s'assurer que les conditions dans lesquelles les personnes travaillent sont faites dans des conditions satisfaisantes par rapport à son activité professionnelle. Bien, on va passer à la suivante. Jacques. Merci. Alors, oui, c'est vrai que c'est un peu juste. Alors, bien évidemment, vous aurez l'ensemble de… J'ai mis parce qu'on a fait des travaux, bien évidemment, depuis l'ensemble de ces semaines de confinement pour des entreprises qui ont redémarré ou qui ont maintenu leur activité. Donc, ces travaux sur les documents uniques d'évaluation des risques professionnels, j'ai montré un peu un exemple type de ce que l'on pouvait trouver, mettre en œuvre dans l'évaluation des risques professionnels. Et on crante en fait les dispositions, et elles ont été crantées depuis un certain temps, au travers des différents stades de l'épidémie. On est en stade 3 à ce jour, mais on a progressivement été en stade 1, stade 2 et stade 3. Le stade 1 n'est pas, je dirais, négligeable, puisqu'il intègre déjà les risques liés aux différents types de grippe saisonnières que l'on peut rencontrer. Les épidémiologistes tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs années, puisqu'on a été confronté à un certain nombre de… Bon, il y a les grippes A, B, C, que l'on connaît déjà. Bon, les Covid, on les connaît. Les coronavirus, on les connaît déjà depuis plusieurs dizaines d'années. C'est bien évidemment, on n'a pas été confronté
à ces situations parce que les épidémies sont restées jugulées sur des territoires bien précis. La peur de cette pandémie telle que nous la connaissons aujourd'hui était bien évidemment une alerte qui a été lancée depuis un certain temps par les épidémiologistes, donc qui a donné lieu à ces stades 1, stade 2, stade 3 que l'on connaît bien aujourd'hui. Donc les dispositions à prendre vont se définir par rapport, dont je parle dans le document unique, puisque c'est le sujet de ce jour, se prendre en fonction des différents stades auxquels on va être confronté. Et bien évidemment, on va cranter au fur et à mesure les dispositions en fonction des différents stades que l'on va traverser. On a donc connu les stades, enfin le stade 1 qui est la grippe saisonnière avec des précautions particulières, notamment lorsqu'il y a des cas de grippe saisonnière qui peuvent être rencontrés dans l'entreprise. Le stade 2 est identifié comme un cluster qui est bien défini, hein, et en particulier le premier cluster que nous avons rencontré situé en Alsace a été l'élément déclenchant sur notre territoire. Donc le stade 2 avait déjà donné des recommandations plus précises en matière notamment de rapprochement physique des personnes, de bannir les déplacements dans des pays à risque, de limiter les réunions. Donc ça, c'est déjà des dispositions qui sont dans les stades 2, déjà de privilégier le télétravail. Et puis après, nous sommes passés en stade 3, où là, effectivement, on a un niveau de contraintes bien supérieur et qui a donné lieu notamment à un stade dit de confinement, hein, déclenché par notre gouvernement. Ce stade 3, alors, va se décliner avec un ensemble de dispositions auxquelles je pense que vous avez déjà tous réfléchi. Vous avez pris des dispositions ou envisagé des dispositions. Donc ça, là, on va reprendre un peu, je dirais, les modalités d'identification et de déclenchement de ces actions. Mais il faut aussi intégrer des aspects qui sont les conduites à tenir en cas d'identification de personnes symptomatiques dans l'entreprise. Et puis de prévoir la sortie, hein, du stade 3, comment on va revenir à un fonctionnement dit normal, entre guillemets, hein, puisque visiblement il ne sera pas normal, mais on intégrera l'ensemble du risque de rebond, puisque ce risque de rebond est pressenti déjà à l'heure actuelle, comme les pays qui ont traversé la même situation que nous ont déjà connu des rebonds. Donc le rebond risque d'avoir lieu. Le risque principal est le relâchement de la population et en particulier des personnes au sein de leur activité professionnelle. On peut passer à la suivante. Donc, la traduction de l'évaluation des risques professionnels, surtout, c'est la réflexion qui est menée sur la mise en œuvre, consignes, procédures ou protocole, on l'appelle comme on veut, hein, et qui est une réflexion qui doit être impérativement spécifique et adaptée à l'entreprise. Donc, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser au travers de la structure, des infrastructures de l'entreprise, des accès, de la manière avec laquelle on va assurer les prises de poste, et ça va se traduire par des consignes ou protocoles, comme on veut. Et surtout, la réflexion est à mener en collaboration avec deux entités, dont la première est la médecine du travail, hein, puisque c'est sa mission première, hein, de maintenir la santé des salariés dans leur contexte professionnel, et puis aussi les partenaires au travers du CSE. Hein, donc, je dirais, il y a deux entités qui doivent être partie prenante dans l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels et surtout des actions à mettre en œuvre pour le valider de façon à avoir un consensus sur l'application et avant de diffuser cela à l'ensemble des salariés.
Une possibilité, ça c'est une stratégie qui a été employée dans, je dirais, toutes les entreprises que nous avons accompagnées, a été de faire émerger les collaborateurs pour avoir un engagement, ne serait-ce qu'un engagement individuel, mais aussi un engagement vis-à-vis de l'ensemble des autres collègues de travail, puisque les résultats ne peuvent être obtenus que par une action collective. On ne peut pas gérer seul les risques de contamination ou d'intercontamination au sein de l'entreprise. Donc, je lui ai mis un exemple de consignes telles qu'elles avaient pu être élaborées, notamment, je dirais, les gestes barrières, mais surtout les gestions de flux. On va passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, et on s'appuie notamment, celle d'avant, voilà, on s'appuie voilà, sur les recommandations qui ont pu être faites par le gouvernement au travers. Il y en a une très récente qui est le protocole national de déconfinement, qui est très bien fait, je trouve, puisque ça reprend l'ensemble des interrogations qu'on doit se poser sur la mise en œuvre des actions de sortie de confinement ou de reprise d'activité ou de maintien d'activité d'ailleurs, puisqu'il y a des aides intéressantes qui sont soulevées dans ce domaine-là. Il y a des guides des métiers qui sont à disposition. Alors, c'est vrai que ce guide des métiers dans l'agroalimentaire alors je ne dis pas restreints, puisqu'il y en a certains qui existent, notamment au niveau de la découpe de viande, mais il n'y a pas de guides qui sont élaborés pour les métiers dits industriels et métiers en agroalimentaire d'une manière générale. Ça n'empêche pas que vous pouvez déjà, vous avez déjà des bonnes notions de maîtrise des analyses de risque au travers d'un HACCP qui est en fait je dirais, dans la partie risque biologique, un danger biologique d'intercontamination. On retrouve des dispositions communes que l'on peut avoir dans le monde de l'agroalimentaire et par rapport au risque des denrées, la sécurité des denrées alimentaires, et de bien capitaliser sur déjà cette expérience et d'avoir des acteurs croisés entre ceux qui mènent un HACCP et puis le document unique d'évaluation des risques professionnels. On peut passer à la suivante. Peut-être pour compléter ce que tu dis, il y a une entreprise, alors pas de l'agroalimentaire, du BTP, où les consignes de reprise ont été validées par le médecin du travail. Tout à fait. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que tous ces documents dont vous parle Jean-François, on a regroupé les liens hypertextes dans un dernier slide. Comme ça, vous pourrez avoir directement accès à ces documents. Merci. Oui. Alors, les points clés, notamment sur les consignes de reprise. Donc, on a identifié sept points clés. Voilà, c'est un premier, je dirais, le 7, le chiffre magique, c'est bien connu. Bon, il y a les premiers aspects qui concernent les équipements mis à disposition. Notamment, on peut travailler à partir des plans. Alors, quand on parle des équipements, ça doit être notamment tous les points de lavage des mains, les points de gel hydroalcoolique, des points de changement de pays, s'il y a des renouvellements de blouse sur blouse qui sont prévus, de changement de masque notamment. Tout ça doit être bien très clairement explicité de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au travers pour les collaborateurs. Et il y a des options qui ont été prises dans certaines entreprises, c'est d'identifier les postes de lavage des mains par collaborateur. C'est-à-dire qu'il y a une liste qui est établie au niveau de chaque poste de lavage des mains en disant, voilà, il y a un tel à ce poste de lavage des mains et on ne se croise pas, quoi. De façon à segmenter déjà des aspects de contamination croisée, ou bien évidemment, mais sur les dotations des équipements de protection individuelle. Le deuxième point, c'est la gestion du flux des personnes, notamment que ce soit la prise de poste, en fin de poste et dans les zones de travail, c'est-à-dire que pour éviter les croisements, les promiscuités, les stationnements
de groupe, hein, d'arriver à réguler la prise de poste avec des horaires légèrement décalés au sein des équipes. Hein. Ça peut d'identifier aussi des circuits, les portes, tant que faire se peut, laisser des portes ouvertes, hein, de façon à ne pas avoir des zones de contact répétées d'ouverture de portes. Quand il y a des portes automatiques, c'est la version luxueuse, mais c'est pas partout le cas. Donc là, il faut s'assurer, si on peut laisser les portes ouvertes, c'est mieux. Sinon, bien évidemment, de proposer les ouvertures au coude. Bon, bien après, vous avez les mesures barrières, mais là, je reviens pas sur ce qui a été donné, matraqué depuis cette semaine. Il y a notamment des tests en distanciation, alors physique, et en particulier, j'insiste bien physique, puisque le vocabulaire gouvernemental semble évoluer. Tant mieux, puisqu'on parlait de distanciation sociale jusqu'à ce jour. Et moi, la distanciation sociale, je ne sais pas ce que c'est, mais la distanciation physique, ça me paraît beaucoup plus clair. Hein. Et il y apparaît aussi, donc là, les fameux 1 mètre, voire 2 mètres qui peuvent être imposés. Il y a une notion de jauge, hein, de 4 mètres carrés par collaborateur qui est assez intéressante, qui permet de définir, en tout cas, les positionnements des postes de travail sur des lignes de fabrication, au niveau des postes. Et ça permet aussi d'avoir un calpinage précis de l'ensemble des postes de travail. Bon, la gestion des intervenants extérieurs, pour des raisons évidentes. Alors, la gestion après, il y a le minimum requis qui peut être la maintenance, des techniciens de réglage qui viennent de l'extérieur pour une maîtrise de certains équipements. Et ça peut être aussi d'interdire pendant un certain temps tout intervenant extérieur, qui est des dispositions qui existent. Bon, les protocoles de nettoyage des infections, je ne vous ferai pas l'injure de revenir là-dessus. Les prises en charge des personnes symptomatiques, ça, il faut impérativement y réfléchir avant, c'est-à-dire quels sont les moyens d'alerte, quels sont les moyens de communication, où on peut isoler une personne en attente de son évacuation médicale ou autre, ou par sa famille, de façon à ce qu'il n'y ait pas de promiscuité entre une personne identifiée potentiellement contaminante avec le reste du personnel. Et le 7e point, qui est le plus important, c'est le plan de communication. C'est quelle va être la manière avec laquelle on communique sur l'ensemble des dispositions. Alors, les communications, ça peut être de l'affichage, ça peut être des procédures transmises, ça peut être des vidéos, ça peut être ce que vous voulez, mais le plan de communication doit s'appuyer aussi sur une notion primordiale qui est le feedback de la perception des consignes. Il est évident que communiquer, ce n'est pas que donner de l'information, c'est aussi s'assurer de la compréhension de l'information et aussi des leviers et des blocages qui peuvent être rencontrés, mais ça, Jacques va en parler un peu plus longuement tout de suite derrière. Donc, le plan de communication et ensuite, si tu peux prendre la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, les aspects réglementaires, l'organisation du poste de travail dont j'en ai parlé, les consignes sanitaires et la consultation du CSE. Je pense que j'ai évoqué ces différents points. Donc, le plan d'action comprend l'ensemble de ces points et surtout, j'insiste sur les 7 points clés puisque c'est ce qui va donner les différents axes de travail de déploiement des consignes de maîtrise qui vont être indispensables et surtout pour éviter le relâchement qui est tout à fait humain, normal, on est tous pareils, et je me mets dans la boucle, c'est-à-dire qu'on va sortir du confinement, on va avoir tendance à se relâcher, et c'est le fameux rebond qu'il faut impérativement éviter, maîtriser, de façon à ce que le relâchement ne suscite pas, je dirais, une situation catastrophique. Il ne faut pas perdre de vue que ce coronavirus est là, il est présent, et qu'il ne faut pas se relâcher. Voilà. Donc, c'est aussi un travail, je dirais, psychologique et de sensibilisation de tous. Voilà, je pense que la suivante, ça sera pour toi, Jacques. Oui, donc c'est important. Ce que tu disais, c'est qu'en fin de compte, là, on va prévenir les risques, on va rédiger le document unique, mais on prévient les risques pour, en priorité, protéger les salariés
mais aussi protéger votre outil de production et protéger aussi la responsabilité des managers. Donc ça, c'était un exemple de fiche produit de consigne. Alors, risques psychosociaux, donc cette crise sanitaire voilà, crée un climat anxiogène, rebat les cartes et bouleverse les rapports au travail, et les risques psychosociaux se renforcent. Alors, surtout des nouveaux qu'on n'est pas amené à gérer. J'aimerais sur la notion de travail réel, travail prescrit. Avec ces nouvelles distanciations physiques, le travail tel qu'il est prescrit à l'heure actuelle ne sera pas forcément le travail réel tel qu'il est demandé. Et ça va créer une augmentation de la charge de travail pour les managers. Donc, il va falloir que les managers réinventent rapidement les définitions du travail réel par rapport en intégrant toutes ces consignes par rapport à ce qui jusque-là était le travail prescrit, en espérant que le travail prescrit était déjà en phase avec le travail réel. Les managers vont aussi avoir des sources de soucis, de charges de travail augmentées par les approvisionnements ou les livraisons, parce que tous les territoires ne vont pas déconfiner en même temps, donc un fournisseur qui est dans l'Est sera peut-être pas à même de vous livrer les matières dont vous avez besoin pour produire. Il va falloir trouver des chemins, d'autres fournisseurs, d'autres moyens de vous faire livrer, même pour des marchandises qui viennent de l'étranger. Bien sûr, la recherche de la trésorerie, qui va quand même, ce qui occupe très certainement le plus les soucis des managers, des responsables d'entreprise, avec tout ce qui est constitution de demande d'aide financière, de prêts bancaires, etc. Les dossiers d'activité partielle, alors ils ont été simplifiés, mais ça reste quand même souvent un casse-tête, surtout si vous n'avez pas de service RH staffé. Et puis, un point qui va être aussi à envisager, c'est si vous avez des salariés malades ou des salariés qui devront rester garder les enfants, peut-être que vous allez avoir besoin de main-d'œuvre. Et là, les moyens classiques de recrutement par les agences d'intérim seront peut-être beaucoup moins simples et évidents. Comment être sûr de ne pas intégrer des intérimaires qui sont eux-mêmes contaminés, etc. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions qui vont se poser. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, la prévention, c'est la prévention des salariés, de l'outil, mais aussi de votre responsabilité. Et là, on va se retrouver avec une injonction paradoxale, c'est produire ou prévenir, et produire et prévenir. Ce qui était simple avant, dans le cas d'une machine qui ne fonctionnait pas sur une ligne, on prenait des mesures temporaires, on dégradait les sécurités, on mettait 2 opérateurs sur la ligne très polyvalents en faisant très attention, on prévenait l'ex-CHSCT. Là, les conditions de production en mode dégradé vont être beaucoup plus difficiles à apprécier et beaucoup plus charge d'injonctions paradoxales. Donc ça, c'est pour les managers. Pour les collaborateurs, des questions très légitimes qui vont se poser. Déjà, vais-je conserver mon travail? Est-ce que l'entreprise va tenir le coup? Donc, je pense que ça sera quelque chose de très important dans vos communications à expliquer, à rassurer. Est-ce que je ne vais pas tomber malade en retournant travailler? Donc là, l'explication de toutes les mesures que vous allez prendre en place sont très importantes et auront d'autant plus de poids qu'elles auront pu être validées par le médecin du travail. Et puis, d'autres craintes, d'autres questionnements. Vous avez peut-être géré 3 populations. Des gens qui ont été en activité partielle, des gens qui sont restés travailler dans l'entreprise, d'autres qui ont été mises en télétravail. Et les gens en activité partielle ou en télétravail pourront se poser la question, mais je reviens, comment vont me percevoir ceux qui sont restés sur le pont? Comment je vais être accueilli? Est-ce que je ne vais pas être discriminé ou
Alors, là encore, c'est la responsabilité de l'employeur de recréer un collectif, reconstruire un collectif, mais de manière très rapide, dans un souci de bienveillance et d'équité, de manière à bien expliquer à tous que oui, il y a ceux qui sont restés produire, mais que ceux qui sont restés en télétravail n'ont pas rien fait, malgré qu'ils étaient chez eux. Ils ont peut-être beaucoup plus fait parce qu'ils étaient chez eux du reste. Et donc là également, reconnaître tout ce qui a été effectué en travail réel par rapport au travail prescrit. J'insiste sur cette notion parce qu'elle est extrêmement génératrice de mécontentement et donc à terme de risque psychosocial. Il y a ce qui est écrit, ce qui est prescrit dans le travail et en fin de compte, il y a tout ce qui est fait autour. Qui va chercher le truc qui manque pour que la chaîne fonctionne tous les jours et ça, on ne le sait pas, etc. Voilà, donc toutes ces choses-là seront vraiment envisagées et à réfléchir. Et puis, comment anticiper le deuxième pic s'il a lieu, mais il aura indubitablement lieu. L'enjeu est donc de préserver les équipes et de se préserver soi-même en termes de risque psychosocial. Jean-François, peut-être point de vigilance? Oui, oui. Donc, c'est un thème que j'ai déjà soulevé tout à l'heure. En fait, la préservation collective, c'est la clé de la préservation individuelle. Et c'est vrai que faut que tout le monde joue le jeu. Après, la régulation qui pourrait être faite dans les équipes d'une personne qui ne joue pas le jeu, on le verra un peu plus tard, mais ça, c'est vraiment le risque. Hein, c'est-à-dire que l'autorégulation du groupe n'est pas forcément implicite, enfin, n'est pas implicite. Et la clé de la réussite, c'est en fait le travail collectif qui va être mené. Il faut que l'ensemble des équipes soit sur le même bateau. Donc, se protéger pour enrayer, mais quelque part, il y a une contradiction puisqu'on sait qu'il va falloir progressivement être confronté à le Covid ou autre virus pour s'immuniser dans l'attente d'un vaccin qui vraisemblablement ne sera pas diffusé avant plusieurs mois. Donc, ça nous laisse un petit peu de temps pour réfléchir à tout cela. Donc, rigueur collective, ça c'est la clé de voûte pour nous, c'est ce qu'on met en avant et au travers de la pédagogie pour ne surtout pas baisser la garde. Ce rebond va avoir lieu, il faut que ce rebond soit le plus faible possible. Nos amis italiens, espagnols et au Royaume-Uni, on connaît, notamment Italie et Espagne, ont connu un rebond déjà. Il y a déjà des rebonds qui se sont faits au Royaume-Uni, bien qu'ils étaient encore en phase de croissance. Donc, il y a eu un relâchement et on a vu tout de suite les conséquences. Donc, là, il faut vraiment prendre conscience de la période que nous allons traverser. Donc, sur un point de vigilance, ça me paraît, ça met vraiment le message qui me paraît fort, qu'il va faire passer actuellement et dans la phase de reprise et aussi dans le document d'évaluation des risques professionnels. Et surtout être rigoureux sans forcément arriver aux sanctions, parce que la sanction, c'est pas la méthode qui fonctionnera, et rigoureux et exemplaire. Alors, je vous montre le dispositif donc mis en place par Ocapiat, donc votre OPCO. Ocapiat donc finance depuis 2018 des formations de 3 à 5 jours en fonction du type de formation du dossier que vous montez à la prévention des risques professionnels pour les entreprises de moins de 50 salariés. L'idée est partie à l'origine des difficultés de recrutement dues aux problématiques augmentation du nombre d'ATMP dans votre branche d'activité, absentisme élevé, les seniors étant exposés au TMS, aux gestes répétitifs, et arrive renforcé par ces nouvelles dispositions sanitaires. Alors, on est bien dans le cadre d'un dispositif de formation, c'est-à-dire que le but, c'est d'apporter aux entreprises des outils, des méthodes pour rendre les entreprises autonomes.
Et ça, l'OPCA, lorsqu'elle étudie le dossier, veille à ce que le contenu et le déroulé de l'action soient bien une formation et avec tout ce qui encadre la formation, c'est-à-dire un programme de formation, un questionnaire en fin de formation, d'évaluation des connaissances, des émargements, enfin c'est extrêmement sérieux et monté comme une action de formation à part entière. Avec bien sûr l'idéal étant de former les opérateurs. Alors, nous, on a fait différentes entreprises l'année dernière. On a fait les boulangeries Kayser sur Paris, Maison Carrel, qui est une grosse entreprise de charcuterie, Cap Fruits, Boiron Frères. C'est des entreprises qui sont plutôt dans la Drôme. Et puis, j'ai fait une entreprise Technipat à Rethel qui fabrique de la génoise. Et donc là, formation du personnel justement à la construction du document unique. Et on a mis en place un référent, un chef d'équipe, qui a été formé pour être le référent de l'entreprise en termes de prévention des risques. Donc, cette formation est très intéressante et pour vous, nous, on y voit l'opportunité de mettre à jour votre DU, mais en formant les équipes. Alors, avec un travail collectif. Ouais. Pardon? Avec un travail collectif. Avec un travail collectif. Alors, pour monter ces dossiers, vous pouvez vous rapprocher de Madame Delphine Péguet, donc qui est la responsable, une des responsables formation de l'OCAPIAT Centre Val de France. Et puis, alors bien sûr, nous aussi, on peut faire le relais parce qu'il y a quand même un peu de travail administratif. Donc, on sait monter les dossiers pour aider les entreprises. Voilà, je vous montre le déroulé. Donc, en fonction il y a d'abord un diagnostic de demi-journée à une journée pour faire un état des lieux, établir un programme et qui est présenté à l'OCAPIAT. Et si l'OCAPIAT est d'accord, à ce moment-là, on peut dérouler un premier module d'un 2 jours, voire un second pareil d'un 2 jours, et derrière des plans d'action, des outils de pilotage, et sans pour autant rajouter une couche à vos systèmes de management actuels. C'est-à-dire que nous, notre politique, c'est de nous intégrer dans vos systèmes de management. Voilà, vous retrouverez dans la présentation les 3 référents. Bon, moi, je suis sur région Centre-Val de Loire. On a Amélie qui est sur Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur. Et puis pour Normandie, Bretagne et Pays de Loire, Jean-Pierre Ney. On a aussi un correspondant sur Paris. Voilà. Alors, pour terminer et pour lancer le débat, on va vous raconter une histoire pas drôle. Mais c'est notre rôle de préventeur de parfois noircir les tableaux et puis d'inventer des scénarios qui, je pense, vous parleront. Voilà. Donc, dans une entreprise de l'agroalimentaire, il y a un entrepôt et dans cet entrepôt, il y a 5 salariés qui travaillent. Stéphanie, Kéline, Isabelle, Franck et Jean-Louis. Et puis, ils sont sérieux, ils portent les masques. Et puis, au bout de 3 semaines, ça commence à les gêner. Ils se rendent compte qu'il n'y a personne de malade. Alors, ils se disent, bon, pour mieux communiquer, pour être plus à l'aise, on se met d'accord et on enlève ça. Ça sert pas à grand-chose. Ça fait 3 semaines que personne n'est malade. Voilà. Alors, Isabelle n'est pas trop d'accord, mais bon, elle suit le mouvement quand même. Et puis, de toute façon, le chef, il passe pas en ce moment. Il est tellement occupé. Il fait confiance. C'est des bons, c'est des gens de confiance. Pour eux, c'est mieux. Pour le boulot, ils estiment que c'est mieux. Et puis, c'est quoi le risque? Simplement, Franck a remis ses enfants à l'école. Ils vont bien, mais ils sont porteurs sains. Et ça, il ne le sait pas. Et le lendemain, il revient dans l'entreprise avec le Covid. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait Jean-Louis qui, lui, avait un fort diabète. Et puis, un mois plus tard, Jean-Louis est hospitalisé. Et puis, quelques jours après, à vous d'imaginer, hein, on espère qu'il est sorti de son lit et qu'il est rentré chez lui. Voilà.
nous sommes à l'écoute pour les questions-réponses. Ok, ben merci Jean-Jacques, merci Jacques et Jean-François. Alors pour l'instant, j'ai pas eu encore de questions. Juste une remarque de Jonathan Guénard de Saint-Michel. Il dit que l'information régulière du CSE est également un levier d'un point de vue validation en plus du médecin du travail et qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des réunions très longues, mais des points pragmatiques réguliers, hebdomadaires par exemple, peuvent suffire à faire avancer le dossier. Bien sûr, oui. Est-ce que vous avez des questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas à utiliser le chat pour les formuler. C'est absolument limpide. Je suis tout à fait d'accord avec le rôle du CSE. Alors le CSE, bien sûr, est intégré. Nous, on prône systématiquement l'intégration des partenaires sociaux dans les actions. Ça ne peut pas fonctionner sinon. Attention à ce qu'effectivement il est relais, mais c'est bien quand même l'employeur qui a la responsabilité de la mise en œuvre et de la communication. Mais c'est un bon relais. Bon, moi j'ai une question à poser. Aujourd'hui, il y a bon, on va les entreprises, enfin celles qui en tout cas ont arrêté, vont reprendre progressivement. Donc effectivement, il va y avoir la mise en place des gestes barrières, la mise à jour du DU, etc., etc. Est-ce que vous avez des informations concernant la responsabilité du dirigeant? Ça aujourd'hui, c'est des questions qui sont un peu récurrentes. Je sais qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été, je ne sais pas si c'est au Parlement ou au niveau du gouvernement, par rapport à la capacité, par exemple, dans votre exemple, là, le collaborateur, le collègue qui est diabétique, si malheureusement ça se termine mal, dans quelle mesure la famille peut venir porter plainte contre la société pour mauvaise gestion des actions de sécurité. Là, pour avoir connu ce genre de choses, mais un peu différemment, des choses graves dans l'entreprise, à partir du moment où il y a une situation grave, la CPAM mène une enquête et les familles n'hésiteront pas de toute façon à regarder du côté de l'employeur et dire il n'y avait personne de malade dans notre entourage, il avait toujours un masque quand il allait faire les courses. Et puis, l'enquête menée, généralement, au bout d'un moment, il y a une personne qui dit oui, pendant une semaine, on ne l'a pas mis parce que faut être extrêmement vigilant par rapport à ça et même si le gouvernement dit que les responsabilités, il y a eu aussi une conférence d'un Mathieu Prévost, d'un avocat expert. Il ne faudra pas se jeter sur les chefs d'entreprise et chercher à accuser. Néanmoins, non, mais c'est un risque c'est un risque indéniable. Il y a une notion de responsabilité pénale qui est engagée, ce que j'avais mis en exergue au tout début de la présentation. Et je dirais c'est un réflexe qui peut avoir lieu par rapport à la mise en cause. Alors, si les consignes ou si l'absence ou la faiblesse de consignes dans l'entreprise ou des défauts d'application peuvent être mis en avant, les personnes ne vont pas se gêner pour mettre en cause l'entreprise. Ça me paraît indéniable. Et puis, il y a aussi une deuxième partie, c'est que le chef d'entreprise peut être attaqué individuellement pour négligence. Hein, donc, il y a un contexte, juridique et pénal qui est assez lourd. Il est clair que là, on n'est pas encore confronté à ces situations, mais il ne faut pas les occulter. Hein, c'est-à-dire que s'il y a des contaminations de personnes qui ont repris une activité alors que en sortie de confinement, visiblement, ils allaient bien, la première des raisons qui va être mise en avant, la première des causes, ça va être la partie professionnelle.
faut être clair. Maintenant, je dirais, faut pas noircir le tableau. Les entreprises sont, je dirais, des personnes sérieuses qui font en sorte que se protéger, mettre en place des protections collectives, c'est se protéger soi. Donc, ça me paraît le bon sens, mais il peut y avoir aussi des négligences. On ne peut pas l'occulter. Donc, c'est pas pour répondre à la question. Oui, bien sûr qu'il y a il y a la responsabilité, une responsabilité pénale et civile, les deux. Ça me paraît un point qu'il faut pas botter en touche. Ok, d'où l'intérêt éventuellement lors de la période de déconfinement et de reprise du travail, de faire signer, de faire émarger tout à fait. les salariés sur tout à fait. le fait Et qu'ils cette ont bien... notion-là, et puis de pédagogique en même temps. Oui, la pédagogie, mais aussi faire émarger, avoir une preuve comme quoi ils ont bien, voilà, tout à fait. Ils ont bien eu la formation de reprise de travail. Une question de Florence Boyer. À votre connaissance, des entreprises ont-elles imposé le port du masque? Alors oui, beaucoup d'entreprises. Alors d'entreprises qui ont pu s'approvisionner, ont pu imposer le port du masque. Il y a beaucoup d'entreprises qui imposent le port du masque, au moins pendant les premières semaines. Après, à voir. Le masque, alors mais je sais que tout le monde est sensibilisé là-dessus. Le masque, en fait, est une protection vis-à-vis de l'extérieur, mais c'est surtout une protection de son visage. Parce que on se touche le visage une cinquantaine de fois par heure. Hein, on a tous ces réflexes-là, on se touche le visage. Et le masque a au moins ce privilège-là de limiter ces zones de contact. Hein, donc, maintenant, les entreprises, oui, pour répondre à la question, oui, les entreprises prennent systématiquement le pas d'équiper l'ensemble des collaborateurs de masques. Oui, enfin, moi, toutes les entreprises avec lesquelles on a travaillé, soit en continuité d'activité, soit en reprise, portent du masque. Voilà, ça, c'est au moins, enfin, dans le contexte professionnel. Après, dans l'entreprise, que ce soit en bureau, que ce soit en fabrication. Bon, après, j'irai dans le monde de l'agroalimentaire, le port du masque, c'est pas non plus un scoop. Hein. Il y a déjà beaucoup d'endroits où ça se faisait préalablement. Oui, mais ça vaut dans les bureaux aussi. Puis il y a des normes de plus en plus complexes à prendre aussi pour les open space. Ça aussi, c'est un vecteur, parce que malheureusement, des entreprises avaient fait le choix de faire des grands open space entre guillemets en entassant un peu les gens, parce que c'est pas forcément simple de construire des bureaux quand on augmente l'effectif. Mais voilà, ces choses-là vont être à revoir. Il n'y a pas que l'activité de production, bien sûr. Enfin, bon, pour répondre à la question, moi, toutes les entreprises avec lesquelles nous avons travaillé pendant ces 7 semaines, systématiquement, c'est le port du masque. Après, je ne dis pas que c'est obligatoire et incontournable, mais c'est vrai que les chefs d'établissement ne prennent pas le risque. Hein, notamment, les premières semaines, c'était un peu compliqué au niveau des approvisionnements. Hein, c'est pas un scoop, mais dès que les approvisionnements ont pu avoir lieu, oui, port du masque obligatoire. Oui. Le Covid-19 a été reconnu immédiatement, alors il y a déjà un mois, oui, bien un mois, a été reconnu, inscrit au tableau des maladies professionnelles, mais pour les professionnels de santé, pour les professionnels en contact. Donc, il y aura pas ça ne sera pas inscrit au tableau des maladies professionnelles pour des entreprises comme les vôtres, mais quelqu'un qui aura un Covid pourra toujours dire, bah oui, mais je l'ai attrapé au travail parce que les copains n'avaient pas de masque ou parce que… Mais c'est très, très important de faire signer. Alors, dans tous les cas, même en temps normal, hein, sur des consignes sécurité, c'est toujours primordial de faire signer les consignes. Mais là, c'est encore plus primordial. C'est la règle du tu sais, je sais que tu sais, tu sais que je sais que tu sais. Ça clarifie les débats, généralement. Ok, une nouvelle remarque de Jonathan Guénard de Saint-Michel. Si on décortique le protocole de déconfinement du ministère du Travail, le passage au port systématique du masque apporte de la souplesse sur certaines prescriptions. Oui,
C'est ce qu'il mentionne, oui. Jonathan, Question ou une affirmation? vous voulez donner quelques précisions par rapport à ça, ce que vous entendez sur cette remarque? Vous pouvez ouvrir votre micro et peut-être nous dire 2 mots. Bon. Non, donc, effectivement, nous, on est une entreprise qui a pu s'approvisionner en masques et qui, du coup, en impose le port depuis quelques semaines maintenant, puisqu'on a continué notre activité sans s'arrêter, hormis notre siège social qui est passé en télétravail. Effectivement, en lisant un peu le passage au port du masque, le protocole pardon, de déconfinement, le port du masque apporte cette souplesse, notamment sur cette notion de cas contact, qui va être le sujet sur lequel on manque aujourd'hui encore un peu d'informations en termes de consultation par les brigades sanitaires. Si on essaie de lire entre les lignes, on peut disons, apporter des éléments de matrice par rapport à ces cas de contact qui sont demandés en préparation pour les entreprises, qui permettraient de répondre assez rapidement en disant bah, écoutez, nous, on a mis en œuvre beaucoup de gestes barrières et beaucoup de mesures barrières organisationnelles, etc. Et on a ajouté le port du masque, qui permettrait d'avoir des matrices assez simples pour répondre aux brigades sanitaires qui vont démarrer dans quelques jours. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Le port du masque est aujourd'hui le seul, même dans la vie de tous les jours, hein, le seul barrage ou le premier barrage à la contamination. Oui, par les voies aériennes. Tout à fait. À ce sujet, peut-être qu'il y a, moi je pensais qu'il allait y avoir des questions de détection, hein, c'est-à-dire est-ce que les entreprises peuvent effectuer des prises de température, comme ça se pratique dans certains pays d'ailleurs, hein, prise de température à la prise de poste, des tests de dépistage PCR, hein, c'est-à-dire avec des résultats rapides, de quelques dizaines de minutes. Donc là, c'est une éventualité, hein, de s'assurer que les personnes qui rentrent dans l'entreprise ne sont pas porteurs et ne présentent pas de dangerosité par rapport à leurs confrères. La position justement du gouvernement dans le protocole de déconfinement est très claire, hein, c'est fortement déconseillé. Ils disent pas que c'est interdit, mais c'est fortement déconseillé. Voilà. Donc, c'est un cadre d'application réglementaire. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Et c'est comme tout ce qui a trait à la santé, c'est le secret médical. Certes, oui, mais ça, c'est toujours c'est l'éternel débat. C'est l'éternel débat. Est-ce que le fait d'investir sur une prise de température à la prise de poste est un élément discriminatoire pour une personne ou pour le collectif? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais c'est des questions qui peuvent être débattues. Mais au même titre que tout salarié qui se retrouve malade sur le lieu de travail ou présente des signes d'alcoolisation ou de prise de médicaments ou de stupéfiants, le seul moyen, c'est la seule réponse à ça, donc par rapport à un salarié qui serait pris de quinte de toux, qui aurait tous les symptômes, comme pour les autres cas, c'est on l'isole dans une pièce, s'il y a un médecin du travail, on le fait examiner, sinon c'est le 15, et c'est le 15 qui, en fonction des symptômes, prend la décision d'un VSL vers l'hôpital ou le SAMU, ou ok, la famille peut venir chercher la personne. Mais attention, c'est en aucun cas au chef d'entreprise de prendre la responsabilité et de dire tiens, je te ramène chez toi ou j'appelle ta femme, elle va venir te chercher ou va voir ton… Non, c'est appel du 15 et le 15 aiguille vers SAMU, VSL ou vous rentrez chez vous. Il y a un salarié qui ne voudrait pas repartir seul chez lui, qui voudrait repartir seul malgré tout chez lui en reprenant son véhicule alors qu'il a de la fièvre, alors qu'il n'est pas bien, etc. S'il a un accident sur la route, c'est la responsabilité aussi pénale de l'entreprise qui est engagée. Ok. Une question de Arnaud Kuhn. Quid du port du masque confort ou grand public? Les salariés peuvent-ils porter ces masques ou ceux distribués par l'employeur?
La réponse. Ça, c'est une bonne question. Déjà, c'est à l'employeur de fournir le pays. Les équipements de travail professionnels sont du ressort de l'employeur. Oui, Ouais, je me permets d'intervenir, j'ai posé la question. Et effectivement, on a eu des masques à disposition commandés par la région. Et en fait, on a énormément de questions et de difficultés à imposer le port du masque. Étant entreprise agroalimentaire, on a déjà cette habitude-là de le porter. Mais on voit fleurir en fait de plus en plus des masques personnels. Et on se posait juste la question, ne serait-ce que sur l'aspect sanitaire et hygiène, comment on garantit que les gens le changent régulièrement? Dans quelle mesure on peut leur imposer en fait ce type de masque? Les masques professionnels, enfin les masques de l'entreprise. Nous, pour le moment, on a distribué à tous les salariés. Ils ont des masques distribués par l'employeur professionnel. Ils refusent de le porter. Et alors, après, il y a une question quand même qui a soulevé, c'est tout ce qui est masque jetable, faut prévoir les moyens de collecte et d'évacuation des déchets. Puisque, voilà, c'est considéré comme un déchet spécial. Ouais. Donc, il faut regrouper dans des poubelles et enfin les fermer des collectes. Et voilà, enfin, c'est aussi des dispositions auxquelles il faut réfléchir. C'est pas un déchet banal, quoi. Je parle des masques jetables. Et après aussi les masques, j'irais grand public, tissu, c'est pareil. J'irais, il peut y avoir un peu de folklore aussi autour de ça, puisqu'il y en a qui sont très sympathiques, j'avoue. Mais la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait au changement de masque et qu'est-ce qu'on fait des masques souillés et en attente pour de quitter le poste. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour ça que il faut bien, enfin voilà, je dirais, il n'y a pas de réponse toute faite. Ouais, Il faut réfléchir à ces questions-là et trouver les solutions collectives, déjà applicables et qui fonctionnent par rapport aux risques présentés. D'accord. Bon, merci. Merci, je vous en prie. Par contre, on pourra regarder, je ne sais pas si si les masques devront être gérés comme les déchets sanitaires, comme ceux des hôpitaux, des infirmières. Non, enfin bon. Ça sera effectivement quelque chose qui sera à vérifier. Bon. Non, mais la réponse est non. C'est un déchet spécial, mais qui doit être considéré, voilà, on doit collecter, fermer et évacuer. Après, est-ce qu'il faut avoir une filière spéciale? C'est là, je ne sais pas, j'ai pas encore d'avis très précis en la matière. Aujourd'hui, ce n'est pas un DASRI. Non, ça rentre pas dans les catégories des DASRI. Très bien. Autre question, effectivement, qui rejoint ce dont on vient de parler, c'est même si l'entreprise confie aux salariés des masques lavables, l'éternelle question, qui les lave? Comme les vêtements, c'est pareil, voilà, j'en ai même, oui. Et merci de m'avoir posé cette question. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des équipements, enfin, est-ce qu'il y a des dotations en vêtements, comment c'est leur. Là, je dirais les dispositions sont variables. Je parle déjà pour tout ce qui peut être équipement, vêtements notamment, qui peuvent être soit à la charge du salarié ou de l'employeur en fonction des dispositions, des accords qui sont établis. Maintenant, les masques lavables, les masques tissus, moi, je dirais, on rentre un peu dans le même biais. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'est-ce qu'on fait des masques souillés, parce qu'il faut les changer à minima toutes les 4 heures, à minima. Donc, sur un poste, il faut au moins un jeu de 2 masques, à minima. Qu'est-ce qu'on fait du masque souillé en attendant?
Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi pas, hein, du masque tissu, pourquoi pas, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait des masques souillés en attendant de quitter le poste et rentrer chez soi pour les laver? Et puis après, il faut avoir la certitude qu'ils sont lavés à 60 degrés, repassés. Ouais, mais bon, après, on peut pas je dirais, se substituer je dirais, à cette notion-là. Enfin, ça c'est la personne qui va porter le masque, hein. C'est Ah, mais sa santé. effectivement, après, ça va dépendre des entreprises. Et les entreprises, là, j'ai Oui, une remarque de Madame Boyer qui dit chez nous, le lavage est à la charge du salarié avec des consignes de lavage, effectivement. Donc, l'employeur lui a confié à chaque salarié un certain nombre de masques qui permettent de faire, de tenir les postes. Et derrière, par contre, il y a un engagement du salarié à voilà. assurer le lavage personnellement. Voilà, c'est une option. Mais voilà, il y a plusieurs options, hein. Après, moi, je vois, j'ai plusieurs cas, hein, dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Voilà, c'est le salarié qui s'en occupe. L'autre, c'est regrouper un endroit précis, et c'est l'entreprise qui se charge des rotations. Après, voilà, c'est une réflexion à mener au cas par cas. Enfin, il n'y a pas de réponse toute faite, hein. C'est au cas par cas. Mais voilà, il y a différentes possibilités. C'est déjà ça. L'objet de nos échanges, c'est aussi d'envisager ces différentes possibilités. Et j'insiste bien sur les masques en tissu, c'est que fait-on des masques souillés sur la première pause? Voilà. Alors, une remarque là de Madame Boignier toujours qui dit il faut demander aux salariés d'avoir un sac hermétiquement fermé pour mettre ses propres masques. Voilà, c'est tout à fait. Non, mais après il y a une réflexion à mener effectivement avec le CSE, la médecine du travail sur comment on fait pour gérer ça, quoi. Mais il y a pas aujourd'hui c'est pas écrit noir sur blanc. Donc effectivement il faut Non, et puis il n'y aura pas une seule réponse, hein. voilà, tout à fait. C'est l'analyse de risque, hein, c'est aussi du bon sens, mais il faut bien connaître le périmètre du risque et qu'est-ce qu'on met en place en face, hein. Donc là, on est dans la gestion de risque, hein. Il y a un risque, et qu'est-ce qu'après la réponse, il n'y a pas une seule réponse, hein. On n'est pas dans un système déterministe, hein. Il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une discussion en aparté, là. Alors, question sur les visières de protection. Avez-vous un retour d'expérience d'entreprise ayant déjà mis en place ce type de protection en remplacement du masque? Tout à fait, très très bien. Alors, moi je trouve ça idéal. Enfin, les entreprises qui utilisent, c'est pratique. Et en revanche, il y a plein de types de visières. Alors, il y en a qui sont plus confortables que d'autres. Mais c'est vrai que la visière, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Enfin, les utilisateurs en sont satisfaits. Donc voilà, c'est le retour que j'en ai. C'est vrai que c'est moins efficace que le masque. Faut pas non plus, je dirais, crier victoire trop vite, mais c'est déjà une bonne barrière. Moi, le retour que j'ai des utilisateurs, ils trouvent ça bien. Ils préfèrent utiliser masque visière plutôt que le masque, et c'est déjà un effet barrière réel, hein. Mais il y en a qui, bon, ceux qui ont des lunettes, faut pas, je dirais, voilà, c'est pas toujours bien adapté. Faut bien choisir ses visières. Okay. Moi, je trouve ça, enfin, le retour que j'en ai, c'est ça, hein, ça marche bien. D'ailleurs, nous-mêmes, nous nous équipons de visières. Parce qu'on va aussi dans les entreprises. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, très bien. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est que l'on termine la présentation. Merci en tout cas à vous. Merci de votre attention, tous. Donc, les personnes qui ont participé. Pour ceux qui sont toujours là, donc les obligations des employeurs, on les a rappelées ici. En fin du PowerPoint que vous enverra Philippe, des informations sur le coronavirus, la formation des salariés en activité partielle, parce que là, il y a aussi un dispositif qui peut être intéressant.
le dernier protocole de déconfinement et le dispositif d'OCAPIA. Très bien. Ok, merci. Eh bien, Bah, écoutez, merci de votre attention et protégez-vous bien et prenez les bonnes décisions. Prenez soin. Très bien. On reste à votre disposition. Et on est à votre disposition, bien évidemment. Très bien. Au revoir à tous.